j'ai hérité de 15 millions d'euros, une fortune qui devait changer ma vie. Et elle l'a changée, mais pas comme je l'imaginais. Un terrible accident de voiture m'a laissé brisée dans un lit d'hôpital, mais la vraie douleur n'était pas physique. Elle est venue quelques jours plus tard, quand mes propres parents sont apparus, non pas avec des fleurs, mais avec un avocat. Ils voulaient me faire déclarer mentalement incapable, me voler, me détruire. Ils ne savaient pas que dans le testament de ma tante se cachait une lettre, une bombe à retardement qui allait exposer leur cruauté et un secret de famille si sombre qu'ils menaçaient de tout anéantir. Cette histoire est celle d'une trahison impensable. Avant de vous raconter comment tout a commencé, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis curieuse de savoir quelle heure il est chez vous en ce moment. Pour le monde extérieur, ma vie à Lyon était simple, presque banale, mais elle était heureuse. J'avais 35 ans, un travail de traductrice médicale que j'aimais bien, et surtout, j'avais Mathieu. Mon mari. Mon ancre. Notre petit appartement sous les toits de la Croix-Rousse n'avait rien d'un palais. Ses murs étaient couverts de livres et de croquis de Mathieu, qui était designer indépendant. Nos meubles étaient un joyeux mélange de trouvailles de brocante et de pièces Ikea assemblées avec patience et quelques jurons. Nous n'étions pas riches, loin de là. Nos soirées se passaient souvent à débattre pour savoir si on pouvait se permettre une sortie au restaurant ou s'il valait mieux économiser pour les prochaines vacances en Bretagne. Mais chaque recoin de cet appartement était imprégné de notre amour, de nos rires. Avec Mathieu, le bonheur n'était pas une destination, c'était la façon dont nous parcourions le chemin. Il était mon refuge, mon confident, la preuve vivante que je méritais d'être aimée. Cette certitude, j'en avais désespérément besoin, car elle contrastait violemment avec le vide laissé par ma propre famille. Mes parents, Alain et Hélène, vivaient dans une belle et froide maison à Écully. Leur monde était fait d'apparence, de dîners où l'on parlait de finances et de politique, mais jamais de sentiments. Depuis mon enfance, j'avais appris à naviguer dans leur silence, à interpréter leurs regards critiques, à ne jamais rien demander pour ne pas déranger. Le souvenir de mon 10e anniversaire est gravé dans ma mémoire comme une cicatrice. J'étais une petite fille si pleine d'espoir. J'avais découpé la photo d'un vélo bleu dans un catalogue et l'avais laissé, par hasard, sur la table de la cuisine. Le matin de mon anniversaire, j'avais mis ma plus belle robe et j'étais descendue en retenant mon souffle. Le salon était vide. J'ai trouvé mes parents dans la cuisine, agités, au téléphone. Ils organisaient une réception surprise. Mon cœur a bondi. Pour moi. Mais j'ai vite déchanté. Mon père a raccroché et a dit à ma mère, « C'est bon, le traiteur est confirmé pour samedi. Il faut que tout soit parfait pour célébrer la victoire de Cédric. » Mon frère, mon cadet de 5 ans, avait remporté le premier prix d'un concours de mathématiques inter-école. Mon père s'est tourné vers moi, qui était figé sur le pas de la porte. « Ah, Solène. Joyeux anniversaire. Écoute, nous sommes très occupés aujourd'hui. Ne fais pas de bêtises. Il n'y avait pas de cadeau. Pas de gâteau. Juste une tape condescendante sur la tête. J'ai passé la journée dans ma chambre, à regarder la photo de mon vélo bleu, comprenant que dans la galaxie de mes parents, j'étais une étoile lointaine et froide, tandis que Cédric était leur soleil éclatant. Alors, quand l'appel de Maître Chevalier, un notaire parisien, est arrivé des années plus tard, la surprise a été totale. Ma grand-tante Adèle, une femme que je n'avais pas vue depuis ce fameux anniversaire, m'avait tout légué. 15 millions d'euros. Le chiffre était si absurde que j'ai cru à une blague. Mathieu, voyant mon visage blême, m'a pris le téléphone des mains. Il a écouté, posé des questions, puis a raccroché, les yeux écarquillés. C'est vrai, mon amour. C'est bien réel. Il m'a soulevé de terre en riant. Notre vie va changer. Mon premier réflexe, dicté par une vie entière de conditionnement, fut d'appeler mes parents. Je voulais, pour une fois, partager une bonne nouvelle, peut-être voir une lueur de fierté dans leur voix. Le silence au bout du fil fut lourd. Puis, la voix de ma mère, habituellement si sèche, devint mielleuse. « Oh, ma chérie! Quelle nouvelle incroyable! Ton père et moi sommes si heureux pour toi. » J'ai senti un malaise. C'était faux. Trop faux. Maintenant, a-t-elle ajouté,
sont-on devenant conspirateurs, il va falloir être très intelligente, Solène. Une telle fortune attire les vautours. Tu dois te protéger des gens qui ne s'intéressent qu'à ton argent. Le sous-entendu était si clair que c'en était blessant. Elle parlait de mon mari. L'homme qui venait de célébrer ma bonne fortune avec une joie si pure. J'ai raccroché, le cœur lourd. La joie s'était déjà ternie. Mathieu a vu mon trouble. Ne les laisse pas faire ça, m'a-t-il dit. Ne les laisse pas empoisonner ce moment. Il avait raison. J'ai décidé de me concentrer sur nous, sur notre avenir. Le lendemain matin, je suis montée dans ma voiture pour me rendre à mon premier rendez-vous avec le notaire, une lueur d'espoir au cœur. J'allais utiliser cet argent pour nous construire une belle vie, et peut-être, naïvement, pour enfin gagner une place dans le cœur de mes parents. Je ne savais pas qu'ils n'en avaient pas après mon cœur. Ils en avaient après mon argent. Et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. La voiture glissait sur le quai qui longeait le Rhône. Le soleil matinal de Lyon caressait le tableau de bord, et une vieille chanson de Cabrel passait à la radio, une de celles que Mathieu et moi aimions chanter à tue-tête. J'essayais de me concentrer sur le positif, sur cette vague d'opportunités qui déferlait sur notre vie. Mais les paroles de ma mère résonnaient en moi comme un écho discordant. Protéger des gens qui ne s'intéressent qu'à ton argent. C'était une manœuvre si grossière, si typique de sa part, semer la méfiance, isoler pour mieux contrôler. Pendant des années, j'avais subi ces petites piques, ces manipulations subtiles, mais avec l'enjeu de 15 millions d'euros, la subtilité avait disparu, laissant place à une avidité à peine voilée. J'ai soupiré, une boule d'angoisse se formant dans mon estomac. Pourquoi est-ce que je continuais à espérer ? Pourquoi une partie de moi cherchait-elle toujours leur approbation, comme une plante cherchant désespérément un rayon de soleil dans une cave sombre ? C'était une vieille habitude, une blessure d'enfance qui ne s'était jamais refermée. Le feu est passé au vert juste avant le pont de l'université. J'étais perdu dans ces pensées amères, mon pied effleurant à peine l'accélérateur. La circulation était fluide. C'est alors que je l'ai vue. Une camionnette de livraison blanche, déboîtant d'une rue adjacente sans même ralentir. Elle arrivait droit sur ma portière. Le temps a semblé se figer. Mon cerveau a crié « freine », mon pied s'est écrasé sur la pédale. Et puis, rien. Absolument rien. La pédale s'est enfoncée jusqu'au plancher, molle, inutile. C'était une sensation de cauchemar, cette impuissance totale alors que le danger fonçait sur vous. J'ai eu une fraction de seconde pour voir le visage paniqué de l'autre conducteur, pour entendre le crissement des pneus les siens, pas les miens, pour pousser un cri qui s'est étranglé dans ma gorge. L'impact a été d'une violence inouïe. Le monde a basculé dans un fracas de métal et de verre brisé. Puis, l'obscurité totale, un silence profond et cotonneux. Mon réveil a été lent, confus. Des bribes de conscience flottaient dans un brouillard de douleur. Une voix lointaine. Le bip régulier et hypnotique d'une machine. L'odeur. Cette odeur d'hôpital, un mélange d'antiseptique et de souffrance silencieuse, est la première chose qui m'a ramené à la réalité. J'ai lutté pour ouvrir mes paupières, qui semblaient peser une tonne chacune. La lumière crue d'un néon m'a aveuglé. Quand mes yeux se sont enfin habitués, j'ai vu un plafond blanc, parcouru de fissures fines comme des cheveux. Puis je l'ai vu, lui. Mathieu. Assoupi dans un fauteuil inconfortable, sa tête tombant sur sa poitrine, ses mains jointes comme pour une prière. Il avait des cernes sombres sous les yeux, sa barbe de 2 jours lui donnait un air harassé. Il portait le même pull que la veille de l'accident. Il n'était pas rentré. Il était resté là, veillant sur moi. Un amour si profond m'a submergé que les larmes me sont montées aux yeux. J'ai essayé de bouger ma main pour le toucher, mais une douleur électrique m'a foudroyé l'épaule et le bras. Un gémissement rauque s'est échappé de mes lèvres. Il a sursauté, instantanément alerte. Ses yeux se sont posés sur moi, d'abord incrédules, puis inondés d'un soulagement si intense que c'en était bouleversant. Solène ? Oh mon Dieu, Solène, tu es réveillée. Il s'est précipité, prenant ma main valide avec une infinie douceur. Les médecins, il disait, 3 jours. Sa voix s'est brisée. Il a posé son front sur nos mains jointes, et je l'ai senti trembler. Une infirmière est arrivée, souriante.
Elle m'a expliqué la situation. Coma de 3 jours. Clavicule et 2 côtes cassées. Traumatisme crânien. Vous êtes une miraculée, m'a-t-elle dit. Après les examens d'usage, une fois le médecin parti, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres, ma voix un filet d'air. Mes parents? Le visage de Mathieu, qui s'était un peu détendu, s'est immédiatement refermé. Je les ai appelés dès que je t'ai retrouvé ici, a-t-il dit, choisissant ses mots. Ta mère a décroché. Elle a dit que c'était un choc terrible et qu'il s'organisait, point. Organiser quoi, ai-je demandé. Il a haussé les épaules, l'impuissance et la colère se battant sur son visage. Je ne sais pas. Ils n'ont pas rappelé. Ils ne sont pas venus. Les jours suivants ont été une lente torture. Chaque visite, chaque bruit de pas dans le couloir ravivait cette stupide lueur d'espoir. Mais la porte ne s'ouvrait que sur Mathieu ou Margot, ma meilleure amie, qui était arrivée de Paris en catastrophe, le visage défait. Elle était furieuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont à la place du cœur? Du gravier? Au 5e jour, mon père a enfin répondu à l'un des innombrables appels de Mathieu. Ce dernier a activé le haut-parleur. La voix de mon père était glaciale, dénuée de toute émotion. Allô? Alain, c'est Mathieu. Solène est réveillée. Elle demande après vous. Il y eut un silence. Puis, bien. C'est une bonne nouvelle. Écoute, nous sommes débordés en ce moment. Il y a énormément de choses à régler suite à cet incident. Nous ne pouvons pas tout laisser tomber pour rester assis à l'hôpital. Occupe-toi de ta femme, c'est ton rôle. Mon rôle, a rétorqué Mathieu, sa voix tremblante de rage contenue. Votre fille a failli mourir. La réponse de mon père a été un coup de poignard. Ne sois pas si théâtral. L'important, c'est que les affaires sérieuses soient gérées. Dis-lui de prendre des forces. Et il a raccroché. J'ai fixé le téléphone, le souffle coupé. L'incident. Les affaires sérieuses. Il ne parlait pas de moi. Il parlait de l'argent. J'étais devenue une simple variable dans leur équation financière. Mathieu a éteint son téléphone. Il n'a rien dit. Il est juste venu s'asseoir sur le bord de mon lit et m'a prise dans ses bras, aussi doucement qu'il le pouvait. Et j'ai pleuré. Non pas de douleur physique. Mais de la douleur d'une certitude. La certitude que le puits était bien à sec. Et qu'ils étaient en train de creuser ma tombe pour le trouver. Le 7e jour, l'ennemi a franchi les portes. Je les ai entendus avant de les voir, leur voix feutrée dans le couloir de l'hôpital, une fausse note dans la symphonie des bips et des appels discrets des infirmières. Le son sur mon moniteur cardiaque s'est accéléré, une trahison de mon calme apparent. Mathieu, qui lisait à côté de moi, a immédiatement senti la tension. Il a posé son livre et a instinctivement pris ma main, son pouce dessinant des cercles apaisants sur ma peau. Un geste simple. Un rempart. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. Ils sont entrés comme s'ils possédaient les lieux. Mon père, Alain, dans un costume sombre et coûteux, arborait une expression de solennité étudiée, celle d'un homme d'affaires accablé par de lourdes responsabilités. Ma mère, Hélène, portait un ensemble noir élégant, un foulard de soie noué autour du cou, comme pour se protéger de la vulgarité de la maladie. Son visage était un masque de tristesse de composition, mais ses yeux, durs et calculateurs, la trahissaient. Et puis il y avait le 3e homme. Cinquantenaire, cheveux grisonnants coupés courts, un air d'importance transpirant de son costume sur mesure. Il tenait une mallette en cuir qui semblait valoir plus que notre première voiture. Ma mère n'est pas venue vers moi. Elle s'est arrêtée au milieu de la pièce, a sorti un mouchoir en tissu impeccable de son sac à main et l'a porté à ses yeux. J'ai attendu les larmes. Elles ne sont jamais venues. Oh, ma pauvre, pauvre chérie, a-t-elle articulé d'une voix tremblante qu'elle s'efforçait de rendre pathétique. Te voir comme ça, si diminuée, si fragile. Mon cœur de mère est brisé. Le mot « diminué » a résonné dans ma tête. Ce n'était pas un mot choisi au hasard. Mon père a pris le relais. Il s'est avancé, contournant Mathieu comme s'il était un meuble gênant. Solène, a-t-il dit, son ton se voulant doux mais suintant l'autorité. Nous sommes là. Nous allons prendre les choses en main.
Voici Maître Dubois, notre avocat. Il est ici pour nous aider à t'aider. Il a insisté sur le « nous ». Maître Dubois s'est approché, a posé sa mallette avec un claquement sec sur la table de chevet, à côté de mon verre d'eau. Il m'a gratifié d'un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux froids de reptile. « Bonjour, mademoiselle. Vos parents sont très inquiets. Compte tenu de la nature de vos blessures, notamment le traumatisme crânien, il est impératif de vous protéger légalement et financièrement. » Il a ouvert la mallette, et l'odeur du cuir et du papier important a envahi la pièce. Il en a sorti une liasse de documents, parfaitement alignés. Ceci est une simple procuration de tutelle. Une formalité. Elle autorise vos parents à prendre les décisions importantes concernant votre patrimoine et vos soins, le temps que vous recouvriez, disons, l'intégralité de vos facultés. Le souffle m'a manqué. Une tutelle. Ils voulaient me déclarer incompétente. Me mettre sous leur contrôle total. C'était si rapide, si brutal, si monstrueux. Mathieu a bondi de sa chaise. Vous plaisantez, j'espère ? C'est une honte. Solène est parfaitement lucide. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mon père s'est tourné vers lui, le mépris déformant ses traits. Restez à votre place, jeune homme. Vous n'êtes pas de la famille. Nous savons ce qui est le mieux pour notre fille. Nous la protégeons de l'influence de personnes intéressées. L'insulte était claire. Il traitait l'homme qui avait veillé ma quasi-mort de profiteur. La rage m'a donné une force que je ne pensais pas avoir. Je me suis redressée sur mes oreillers, malgré la douleur lancinante. Ma voix est sortie, plus forte que je ne l'aurais cru. Dehors. Ils se sont tous tournés vers moi, surpris. Quoi, a dit ma mère, laissant tomber son masque de chagrin. J'ai dit, dehors, ai-je répété, en les regardant un par un. Sortez de ma chambre. Maintenant. L'indignation a coloré le visage de mon père. Après tout ce que nous faisons pour toi. Quelle ingratitude. C'est là que j'ai vu. Dans le fond de ses yeux, ce n'était pas de la colère. C'était de la haine. Une haine pure et froide. J'ai compris qu'il ne me voyait pas comme sa fille, mais comme un obstacle. Un obstacle à l'argent. Mon cri a fait accourir l'infirmière. Dehors. Le bip du moniteur s'est affolé. L'infirmière, une femme robuste et sensée, a immédiatement compris la situation. Monsieur, madame, je vous demande de partir immédiatement. Vous mettez la santé de ma patiente en danger. Escorté vers la porte, mon père s'est retourné, son doigt pointé vers moi. Tu fais une erreur monumentale, Solène. Tu es seule et faible. Tu le regretteras amèrement. C'était une menace. Une promesse de guerre. La porte s'est refermée. Le silence est retombé, lourd, électrique. Je tremblais de tout mon corps. Mathieu s'est précipité, m'a pris dans ses bras. Je suis là. Je suis là. C'était insupportable. Dites-moi dans les commentaires, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait face à une telle trahison de la part de vos propres parents ? Auriez-vous signé pour avoir la paix, ou vous seriez-vous battu ? Ils étaient partis, mais leur venin était resté. Ils m'avaient jugé, condamné, et avaient tenté de m'exécuter légalement. Ils me croyaient vaincu. Mais en me poussant au bord du gouffre, ils avaient réveillé en moi quelque chose que j'ignorais posséder. Une guerrière. Et elle venait de comprendre que pour survivre, elle devait se battre non seulement pour son argent, mais pour son âme. Leur assaut m'a laissé KO, mais pas pour longtemps. La peur s'est lentement muée en une colère froide, une sorte de carburant qui a commencé à alimenter mon esprit et mon corps endolori. Ils avaient déclaré la guerre, mais ils avaient commis une erreur tactique monumentale, ils avaient sous-estimé mon général en chef, Mathieu, et mon lieutenant, Margot. Pendant que je passais mes journées à réapprendre à marcher dans les couloirs de l'hôpital, chaque pas une victoire douloureuse, ils ont monté notre quartier général. La chambre d'hôpital est devenue une salle de crise. Margot, qui travaillait dans la communication, était une chercheuse hors pair. Armée de son ordinateur portable et d'une détermination farouche, elle a commencé à éplucher la vie de mes parents. Mathieu, lui, coordonnait tout, passant des heures au téléphone avec Maître Chevalier,
prenant des notes, élaborant des stratégies. C'est Margot qui a tiré le premier fil. En fouillant les registres publics des entreprises et en activant de vieux contacts de son réseau, elle a découvert que la « petite crise financière » de mon père était en réalité un gouffre sans fond. Ses derniers investissements dans l'immobilier s'étaient effondrés. Il avait des dettes auprès de fournisseurs, des arriérés d'impôts. Ma mère, de son côté, avait une addiction aux achats de luxe qui se chiffrait en dizaines de milliers d'euros. Le château de cartes qu'ils avaient si soigneusement construit était sur le point de s'écrouler. L'héritage n'était pas un bonus, c'était leur seule et unique chance d'éviter la faillite et l'humiliation publique. Cela expliquait leur désespoir, mais ne pardonnait en rien leur cruauté. Au téléphone, Maître Chevalier était outré. « Votre tante Adèle avait tout vu » m'a-t-il dit, sa voix crépitant de colère. Elle m'avait dit un jour, Alain et Hélène sont des coquilles vides. Belle à l'extérieur, mais rongée par l'orgueil et la cupidité. Elle a mis en place des clauses dans le testament pour vous protéger, prévoyant un délai, des vérifications. Elle savait qu'ils essaieraient quelque chose. Il est devenu plus qu'un notaire, il est devenu un allié, un stratège. Il m'a supplié de ne prendre aucune décision avant de l'avoir vu à Paris. Il y a une chose qu'Adèle a laissée pour vous. Une lettre. Je crois qu'elle contient les réponses que vous cherchez. Mais la guerre se menait aussi sur un autre front, plus insidieux. Les paroles de mon père, petit profiteur, avaient planté une graine de poison. Je voyais bien que Mathieu faisait bonne figure, mais je sentais son trouble. Une nuit, alors que la pluie battait contre les fenêtres de l'hôpital, je l'ai trouvé debout, le dos tourné, regardant les lumières de la ville se refléter sur l'asphalte mouillé. Il y avait une tension dans ses épaules que je ne lui connaissais pas. « Mathieu » ai-je appelé doucement. Il s'est retourné, essayant de composer un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Je ne dormais pas. Je lui ai fait signe de s'approcher. Il est venu s'asseoir, prenant ma main. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Et ne me dis pas rien, point. Il a soupiré, un son lourd de fatigue. C'est juste, tout ça. L'argent, les avocats, la haine de tes parents. C'est un autre monde, Solène. Un monde qui n'est pas le mien. Il a baissé les yeux sur nos mains. Quand ton père a dit ça, sur le fait que je suis un profiteur, une partie de moi a eu peur. Pas peur de lui. Peur que tu puisses le penser un jour. Peur que ces millions d'euros construisent un mur entre nous. Je suis tombé amoureux de la traductrice qui mangeait des pâtes 3 fois par semaine. Comment puis-je être le mari d'une millionnaire ? Cette vulnérabilité, venant de l'homme qui avait été ma forteresse, m'a ému aux larmes. Je me suis redressé, ignorant la douleur. J'ai pris son visage entre mes mains pour qu'il me regarde. Mathieu, tu es tombé amoureux d'une traductrice, et cette traductrice est tombée amoureuse d'un homme brillant, gentil et courageux qui est resté à son chevet jour et nuit. L'argent ne définit pas qui je suis. Mais ton amour, lui, oui. Tu es la seule chose de valeur dans toute cette histoire. Tu es mon trésor, pas ces 15 millions. Ne les laisse jamais te faire croire le contraire. Il a fermé les yeux, posant son front contre le mien. Je t'aime tellement, Solène. Et moi aussi, ai-je murmuré. C'est nous contre eux. N'oublie jamais ça. Ce moment de doute n'a pas été une fissure dans notre armure, il a été la soudure qui l'a rendue plus forte. Il ne se battait pas pour l'argent. Il se battait pour nous. Pour notre amour que mes parents essayaient si désespérément de salir. Ma détermination s'est décuplée. Il ne voulait pas seulement me voler. Il voulait me briser, m'isoler, détruire la plus belle chose de ma vie. Je savais maintenant que le voyage à Paris était crucial. Cette lettre de ma tante n'était pas seulement une explication. C'était une arme. Et j'étais prête à l'utiliser. Mon corps criait à chaque secousse du TGV, mais mon esprit était tendu vers un seul but, Paris. 2 semaines après ma sortie de l'hôpital, j'étais encore faible, marchant avec une canne qui me semblait être un aveu de vulnérabilité. Mais à l'intérieur, je n'avais jamais été aussi forte. Le voyage s'est déroulé dans un silence presque religieux. Mathieu me tenait la main, son contact une source constante de chaleur et de réconfort. Je regardais les paysages de la Bourgogne défiler à toute vitesse, des taches vertes et brunes floues, mais mon esprit était déjà dans ce bureau parisien, face à une enveloppe qui contenait, je l'espérais,
la clé de toute une vie de questions sans réponse. L'étude de Maître Chevalier était exactement comme je l'avais imaginé, intimidante et solennelle. Située dans un immeuble prestigieux du 8e arrondissement, elle sentait le pouvoir discret, celui qui se transmet de génération en génération. Les murs étaient couverts de boiseries sombres et de livres reliés en cuir. Le silence n'était rompu que par le tic-tac d'une horloge ancienne. Maître Chevalier nous a reçus avec une compassion grave qui contrastait avec l'arrogance de l'avocat de mes parents. Il nous a installés dans de profonds fauteuils en cuir dans son bureau privé, qui donnait sur une cour intérieure paisible. « Je suis heureux de vous voir debout, madame, a-t-il dit, sa voix grave posée et rassurante. J'imagine que le voyage a été éprouvant. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une phrase. L'anticipation me nouait la gorge. Votre grand-tante Adèle était une femme exceptionnelle, a-t-il poursuivi. Elle n'a jamais cessé de veiller sur vous, de loin. Elle se tenait informée par des amis communs. Elle connaissait les difficultés que vous enduriez. Elle m'a fait jurer sur son lit de mort de ne vous remettre cette lettre qu'en personne, loin de Lyon et de leur influence. Avec une lenteur calculée, il s'est levé, s'est dirigé vers un magnifique secrétaire ancien, a tourné une petite clé en laiton et a ouvert un tiroir secret. Il en a sorti une grande enveloppe en papier vélin, jaunie par le temps. Le sceau de cire rouge portait les initiales d'Adèle. Mon nom, pour ma chère Solène, était calligraphié d'une encre qui avait pâli avec les années. Mes doigts tremblaient si fort que j'ai eu du mal à briser le sceau. Mathieu a posé sa main sur mon dos, un geste de soutien silencieux. J'ai déplié les feuilles. L'odeur de la lavande et du vieux papier s'est échappée, un parfum d'un autre temps. J'ai commencé à lire, d'abord pour moi-même, puis, sentant le regard de Mathieu, j'ai repris à voix haute. Ma chère petite Solène, si tu lis ces mots, c'est que mon long voyage est terminé, et que le tien, je l'espère, va enfin pouvoir commencer. Je ne te lègue pas de l'argent, je te lègue la liberté. Et pour être libre, tu dois connaître la vérité, aussi laide soit-elle. J'ai fait une pause, mon cœur battant à tout rompre. Tu n'es pas leur seul enfant, Solène. Tu as un frère, Cédric. Il est né 5 ans avant toi, et il a toujours été leur soleil. Toi, ma chérie, tu as vu le malheur de naître au pire moment. Je me suis arrêtée, le souffle coupé. Un frère ? J'ai regardé Mathieu, dont les yeux reflétaient ma propre stupeur. J'ai continué, ma voix tremblante. L'année de ta naissance, 1990, a été une année noire. L'entreprise de construction de ton père, Alain, a fait une faillite spectaculaire. Il a tout perdu, l'argent, le statut, et surtout, son orgueil. Au lieu de faire face à ses échecs, il a cherché un coupable. Et ce fut toi. Ta venue au monde a coïncidé avec sa chute, et dans son esprit tordu, tu es devenu le symbole de sa malchance. Il ne t'a jamais pardonné d'exister. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. C'était si monstrueux, si insensé. Quant à ta mère, Hélène, son mal est différent. C'est une femme qui se déteste. Elle a toujours rêvé d'une vie de grandeur qu'elle n'a jamais eue. Elle projette toutes ses ambitions frustrées sur Cédric. En toi, elle ne voit que ce qu'elle méprise en elle, une sensibilité qu'elle prend pour de la faiblesse, une simplicité qu'elle prend pour un manque d'ambition. Te rabaisser était sa façon de se sentir supérieure. J'ai tout vu, Solène. Les cadeaux pour lui, les restes pour toi. Les encouragements pour lui, les critiques pour toi. Le jour où j'ai entendu ton père te hurler dessus parce que tes cours de piano coûtaient trop cher, alors qu'il venait d'offrir un scooter à Cédric, j'ai su que je ne pouvais plus rester. J'ai coupé les ponts pour ne pas devenir complice de leur cruauté. Cet argent est ton arme. Utilise-le pour te construire une forteresse où leur poison ne pourra plus t'atteindre. Mais sois sur tes gardes. Maintenant que la fortune est là, leur véritable nature va se révéler. Ils sont comme des requins qui ont senti le sang. Ils s'allieront à Cédric et n'auront de cesse de te dévorer. Ne leur tourne jamais le dos. Ne leur accorde jamais le bénéfice du doute. Batte-toi. La lettre m'a glissé des mains. Un sanglot déchirant est sorti du plus profond de mon être. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était la douleur de 35 années de questions, de doutes, de culpabilité, qui trouvaient enfin une réponse horrible. Ce n'était pas moi.
Ce n'était pas ma faute. Je n'avais jamais rien fait de mal, à part naître. Mathieu m'a enveloppé dans ses bras, me laissant m'effondrer contre lui. Il n'a rien dit, il a juste été là, absorbant mon chagrin comme une éponge. Maître Chevalier nous a laissés seuls, fermant doucement la porte. Quand les larmes se sont enfin calmées, une nouvelle sensation a pris leur place. Une clarté froide. Le brouillard de ma vie venait de se dissiper. Je voyais clairement mes ennemis. Et je savais maintenant que cette guerre était bien plus ancienne que je ne l'avais jamais cru. La vérité contenue dans la lettre d'Adèle a agi comme un puissant et douloureux antidote. Le venin de la culpabilité qui avait coulé dans mes veines pendant des décennies a été purgé, remplacé par une lucidité glaciale. Je savais maintenant qui étaient mes ennemis. Il était temps de découvrir l'étendue de leur trahison. De retour à Lyon, notre appartement est devenu un véritable quartier général. Maître Chevalier nous a mis en contact avec l'un des meilleurs détectives privés de la région, un ancien policier nommé Roche. C'était un homme taciturne, efficace, dont le regard ne manquait aucun détail. Nous lui avons donné une seule mission, tout découvrir sur Cédric Dubois. Le rapport de Roche est arrivé une semaine plus tard. C'était pire que tout ce que nous avions imaginé. Cédric n'était pas seulement le fils préféré, il était le fruit pourri d'une éducation sans limite et d'une adoration aveugle. Son entreprise d'événementiel à Annecy n'était qu'une façade pour blanchir de l'argent et financer un style de vie extravagant. Il était endetté jusqu'au cou auprès de créanciers peu recommandables, des gens qui n'envoient pas de lettres de relance mais des hommes aux nuques épaisses. La pression sur lui était immense. Il était aux abois. Le rapport détaillait également ses allées et venues. Depuis l'annonce de l'héritage, il avait fait plusieurs voyages secrets à Lyon pour rencontrer nos parents. Ils ne se voyaient pas chez eux, mais dans des cafés discrets, des parkings d'hôtels. Ils complotaient. Ils mettaient au point leur plan d'attaque, celui qui avait commencé par la tentative de tutelle. Pendant ce temps, Mathieu suivait une autre piste, celle qui le hantait depuis l'accident, les freins de ma voiture. Il a convaincu l'expert automobile, son ami, de creuser davantage. L'expert, intrigué, a accepté de faire une analyse métallurgique de la pièce défectueuse et de vérifier les registres des fournisseurs. La découverte a été terrifiante. Ce n'est pas une simple pièce d'occasion, a expliqué l'expert lors d'une conférence téléphonique à laquelle Roche participait. C'est une contrefaçon chinoise de la pire espèce. Ces pièces sont connues pour avoir des défauts structurels. Elles peuvent tenir quelques jours, quelques semaines, puis céder sans avertissement. Les installer sur une voiture est criminel. C'est comme jouer à la roulette russe. Roche a immédiatement fait le lien. Il s'est concentré sur l'approvisionnement de ces pièces. Il a découvert qu'un petit réseau de garages peu scrupuleux de la région en importait illégalement. Et l'un de ces garages, situé dans une zone industrielle isolée de Vénissieux, avait reçu un paiement en liquide inhabituellement élevé une semaine avant mon accident. Le puzzle prenait forme, chaque pièce plus monstrueuse que la précédente. Il nous manquait le lien direct, la preuve irréfutable. Et c'est là que le travail méticuleux de Roche a payé. Le garage n'avait pas de caméra, mais un entrepôt voisin, équipé d'un système de surveillance haute définition, en avait. Après des négociations complexes, Roche a obtenu l'accès aux enregistrements. Nous nous sommes réunis tous les quatre devant l'ordinateur de Margot. Roche a lancé la vidéo. L'image était granuleuse, prise de loin. On y voyait l'entrée du garage. Pendant des heures, il ne s'est rien passé. Et puis, une voiture que je ne connaissais pas, une berline allemande sombre, s'est garée. Un homme en est sorti. Il portait une casquette et des lunettes de soleil, mais sa silhouette, sa démarche, il n'y avait aucun doute. C'était Cédric. On le voyait parler au mécanicien, lui glisser une épaisse enveloppe, puis repartir. La transaction avait duré moins de 5 minutes. 5 minutes pour sceller mon destin. Un hoquet de dégoût m'a échappé. Voir l'image, la preuve visuelle de sa trahison, était une violence inouïe. Ce n'était plus une supposition, une théorie. C'était un fait. Mon propre frère, le sang de mon sang, avait payé pour saboter ma voiture, pour me tuer ou, au mieux, me blesser si gravement que je ne serais plus un obstacle. Et il l'avait fait sous les ordres de nos parents. J'ai fixé la photo de Cédric que Roche avait imprimée. Il avait les mêmes yeux que moi,
mais les siens étaient morts. Vides de toute conscience, de toute humanité. Il n'était pas mon frère. C'était un étranger, un monstre créé par l'égoïsme et la cupidité de nos géniteurs. La petite fille en moi qui avait un jour rêvé d'un grand frère protecteur est morte à cet instant précis. À sa place se tenait une femme qui venait de regarder le visage de son propre bourreau. Et cette femme-là n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait plus qu'un seul objectif, la justice. Totale et implacable. La vidéo de Cédric était l'arme nucléaire de notre arsenal, mais Maître Chevalier nous a mis en garde. C'est une preuve solide, mais ils peuvent toujours nier, prétendre qu'il achetait une pièce pour sa propre voiture. Pour une condamnation pour tentative de meurtre, il nous faut plus. Il nous faut un aveu, même partiel. Nous devons les amener à se trahir eux-mêmes. L'idée d'un piège a commencé à germer. Un plan audacieux, dangereux, qui reposait entièrement sur ma capacité à jouer le rôle de ma vie. La salle de réunion de Maître Chevalier est devenue notre nouveau QG. Roche, Mathieu, Margot, le notaire et moi. C'était une alliance improbable, unie par la quête de justice. Le plan était simple dans sa conception, mais complexe dans son exécution. Je devais les appeler, me faire passer pour une femme brisée, prête à céder à toutes leurs exigences. Je devais les attirer dans un lieu contrôlé, le bureau du notaire où nous pourrions enregistrer leurs conversations. La préparation a été intense. Pendant plusieurs jours, j'ai répété mon rôle avec Margot. J'ai appris à faire trembler ma voix, à laisser des sanglots calculés s'échapper de mes lèvres, à formuler des phrases qui sonnaient comme une capitulation totale. C'était un exercice de dédoublement de personnalité étrange et épuisant. Une partie de moi jouait la comédie, tandis que l'autre bouillait de rage. Le jour J, mon cœur battait comme un tambour dans ma poitrine. J'ai attendu la fin de journée, un moment où je savais qu'ils seraient probablement ensemble, pour appeler ma mère. J'ai composé le numéro, la main moite. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix sèche et impatiente. Oui. J'ai pris une grande inspiration et j'ai plongé. Maman, c'est moi, Solène. Ma voix était un murmure fragile. J'ai besoin d'aide. J'ai entendu un bruissement, elle parlait à voix basse à quelqu'un. Probablement mon père. Puis elle est revenue, sa voix soudain pleine d'une fausse sollicitude. Solène ? Ma chérie, que se passe-t-il ? Je n'en peux plus, ai-je sangloté, les larmes que je forçais devenant presque réelles. Mathieu est devenu fou. Il a engagé des gens, il me menace, il dit que je vais tout perdre si je ne l'écoute pas. J'ai peur, maman. J'ai tellement peur. C'était une performance digne d'un Oscar. J'ai ajouté le détail sur Mathieu pour les rassurer, pour leur faire croire que leur stratégie de division avait fonctionné. Vous aviez raison depuis le début, ai-je ajouté, chaque mot me coûtant un effort surhumain. Je suis prête à signer la tutelle. Je veux juste que vous me protégiez de lui. Je veux que tout ça s'arrête. Le triomphe dans sa voix était palpable, à peine voilé. Oh, ma pauvre petite. Bien sûr que nous allons te protéger. Tu as enfin compris. C'est la meilleure chose à faire. Venez demain, ai-je supplié. Au bureau de Maître Chevalier. Il faut que ce soit officiel, pour que Mathieu ne puisse rien faire. Nous serons là, a-t-elle promis. Et Cédric viendra aussi. Il tient tellement à être là pour te soutenir. Le mot « soutenir » a failli me faire éclater de rire. Quand j'ai raccroché, j'étais couverte de sueur froide. J'ai regardé Mathieu, qui m'avait écouté, le visage tendu. C'était parfait, a-t-il dit. Tu as été parfaite. Je me sens sale, ai-je répondu. Comme si je m'étais roulée dans la boue. Il m'a prise dans ses bras. C'est la dernière fois que tu auras à faire ça. Demain, c'est fini. La nuit a été longue. Le lendemain matin, l'atmosphère était électrique. Maître Chevalier a confirmé que le juge avait accordé l'autorisation d'enregistrer et que la police serait prête à intervenir. En me préparant, j'ai choisi les vêtements les plus neutres, les plus ternes de ma garde-robe. Je voulais avoir l'air effacé, invisible. Une victime. En arrivant au bureau du notaire, mon estomac s'est noué. Et si je flanchais ? Si ma colère prenait le dessus ? Mathieu a dû voir la panique dans mes yeux.
Il a pris mon visage entre ses mains. Et souviens-toi de la petite fille de 10 ans. Tu fais ça pour elle. Tu lui rends justice. Ces mots ont été comme un baume. Il avait raison. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une réparation. Nous nous sommes assis dans la salle de réunion, transformée en scène de théâtre. Les caméras tournaient. Les micros étaient ouverts. Nous attendions. Puis, nous avons entendu leur voix dans le couloir, claire et joyeuse. Ils riaient. Le son de leur rire, si insouciant, a fait disparaître toute trace de peur en moi. Il ne restait plus que la glace. La porte s'est ouverte. Ils sont entrés, rayonnants, comme des acteurs venant saluer après une performance réussie. Ils ne savaient pas que le public était la police, et que la pièce était une tragédie. La leur. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Leur entrée était une performance en soi. Ma mère, Hélène, s'est avancée vers moi, les bras ouverts, un sourire de martyr soulagé sur les lèvres. Oh, Solène, ma chérie. Tu as fait le bon choix. Maman est là maintenant, tout va bien se passer. Son parfum coûteux a envahi la pièce, un nuage écœurant d'hypocrisie. Je me suis laissé étreindre, mon corps rigide, repoussant l'envie de la repousser violemment. Mon père, Alain, a gratifié Mathieu d'un regard de triomphe méprisant avant de serrer la main de Maître Chevalier, le remerciant de sa coopération. Cédric, mon frère, se tenait légèrement en retrait, un sourire narquois aux lèvres. Il me regardait comme un loup regarde un agneau piégé. Ils se sont installés autour de la grande table en acajou. Leur avocat, Maître Dubois, a sorti les documents de sa mallette avec une lenteur cérémonieuse. Comme convenu, a-t-il commencé, voici l'acte de mise sous tutelle volontaire. Une fois signé, vos parents auront la pleine gestion de votre patrimoine pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que votre état de santé soit jugé, satisfaisant par un collège d'experts. Il a souligné les derniers mots, un avertissement à peine voilé. Ils avaient tout prévu. Je suis restée silencieuse, la tête baissée, les mains jointes sur mes genoux. Je sentais leur regard sur moi, impatients. Ils attendaient ma signature, le point final de leur plan sordide. Maître Dubois a fait glisser les papiers et un stylo lourd et doré vers moi. Il suffit de signer ici, mademoiselle. Un silence épais est tombé sur la salle. Tous les yeux étaient fixés sur ma main, s'attendant à ce qu'elle se saisisse du stylo. J'ai levé la tête. Lentement. Et pour la première fois, je ne les ai pas regardés avec peur ou avec l'espoir d'une enfant. Je les ai regardés comme une adulte regarde ses juges, et comme une victime regarde ses bourreaux. J'ai ignoré le stylo. Avant, ai-je dit, ma voix claire et stable, sans le moindre tremblement. Je veux comprendre. Mon père a froncé les sourcils. Comprendre quoi? Tout est là, noir sur blanc. Non, ai-je dit. Je veux comprendre pourquoi vous me détestez autant. Je veux l'entendre de votre bouche. Ma mère a eu un rire nerveux. Mais personne ne te déteste, Solène, tu es paranoïaque. Alors pourquoi, l'ai-je coupé, avez-vous payé un homme pour saboter ma voiture? Le silence qui a suivi a été assourdissant. Leurs sourires se sont figés. Leurs visages ont perdu toute couleur. Cédric a fait un pas en arrière, comme s'il avait été frappé. Je ne vois pas de quoi tu parles, a-t-il bégayé. Vraiment? J'ai regardé Maître Chevalier. Il a hoché la tête. D'un clic de sa télécommande, le grand écran mural s'est allumé. La première image qui est apparue était une capture d'écran de la vidéo de surveillance. Cédric. Près du garage. Indubitable. Ma mère a poussé un hoquet. Cette image ne prouve rien, a hurlé mon père, se levant à moitié de sa chaise. Bien sûr que non, ai-je continué, ma voix toujours aussi calme. Elle ne prouve rien. Sauf quand on l'associe à ça. L'image a changé. Le rapport de l'expert automobile est apparu, avec des photos en gros plan de la pièce de frein défectueuse et les conclusions, acte de sabotage délibéré. Le chaos a éclaté. Maître Dubois, leur avocat, a blêmi,
comprenant qu'il avait été entraîné dans quelque chose de bien plus grave qu'une simple fraude. Cédric a commencé à trembler. Ma mère a mis ses mains sur sa bouche, ses yeux passant de l'écran à moi avec une panique grandissante. Mon père, lui, a explosé. Toute trace de civilité a disparu. « C'est de ta faute », a-t-il hurlé en me pointant du doigt. « Tout est de ta faute. Depuis le jour de ta naissance, tu n'as été qu'un poids mort, un rappel constant de mes échecs. Cet argent, il devait revenir à Cédric. C'est lui qui le mérite, lui qui est notre fierté, pas toi, l'éternelle déception. » Ces paroles, si cruelles, auraient dû me anéantir. Mais au lieu de ça, elles m'ont libéré. C'était la vérité, enfin. Dit à voix haute. L'aveu que j'avais attendu toute ma vie. Merci, ai-je murmuré. Merci de l'avoir enfin admis. C'est à ce moment que la porte du fond s'est ouverte. 2 inspecteurs en civil sont entrés, suivis de plusieurs policiers en uniforme. Ils se sont dirigés calmement vers ma famille. Alain, Hélène et Cédric Dubois, a annoncé l'un des inspecteurs. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et association de malfaiteurs. Le monde de mes parents s'est effondré en un instant. Les menottes ont cliqué. Ma mère s'est évanouie. Mon père, rouge de fureur, a continué à hurler des insultes. Cédric pleurait silencieusement, un homme brisé. Alors qu'on l'emmenait, ma mère, ranimée, a eu un dernier sursaut de haine. Elle s'est tournée vers moi, le visage déformé. « J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ta propre famille. » Je l'ai regardée, sans haine, sans colère, juste avec une immense et profonde pitié. « On ne peut pas détruire quelque chose qui a toujours été brisé, ai-je répondu. Je n'ai fait que balayer les débris. Alors qu'ils disparaissaient dans le couloir, emportant avec eux leur toxicité, j'ai senti le poids de 35 années se soulever de mes épaules. Le rideau était tombé, et sur la scène, pour la première fois, je me tenais seule, mais libre. Le silence qui a suivi leur arrestation était plus assourdissant que leurs cris. La salle de réunion, qui avait été un champ de bataille, semblait soudainement immense et vide. L'adrénaline qui m'avait portée s'est dissipée d'un coup, me laissant tremblante et épuisée. Mathieu m'a enveloppée dans ses bras, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je retenais mon souffle. Je l'ai laissé sortir dans un long soupir, un mélange de soulagement et de tristesse infinie. C'était fini. Vraiment fini. Le procès a été une formalité médiatisée que j'ai suivie de loin, protégée par Mathieu et Margot. Les preuves étaient irréfutables. Leurs aveux enregistrés, combinés aux preuves matérielles, ne laissaient aucune place au doute. Ils ont été condamnés à de lourdes peines de prison ferme. En entendant le verdict, je n'ai ressenti ni joie ni triomphe. Juste une profonde et amère confirmation de ce que je savais déjà. Ma famille, telle que je l'avais connue, n'avait été qu'une illusion. La vraie reconstruction a commencé après. Ce n'était pas une question d'argent, mais une question d'âme. Comment récoltait-on les morceaux d'une identité qui a été systématiquement dévalorisée depuis l'enfance ? Comment apprend-on à se faire confiance quand ceux qui auraient dû vous construire ont passé leur vie à vous démolir ? La première étape a été de commencer une thérapie. Ma thérapeute, une femme douce et incisive nommée Docteur Martin, m'a aidé à mettre des mots sur mes mots. J'ai appris ce qu'était le gaslighting, la négligence émotionnelle, le parent narcissique. Je n'étais pas trop sensible ou paranoïaque, comme on me l'avait toujours dit. J'étais une survivante d'abus psychologiques. Chaque séance était épuisante, comme si je déterrais des ruines enfouies au plus profond de moi. Je me souviens d'une séance où je lui ai raconté comment ma mère critiquait toujours subtilement mon apparence ou mes choix, sous couvert de « bons conseils ». Docteur Martin m'a regardé et m'a dit « Solène, imaginez que votre estime de soi est un jardin. Pendant 35 ans, au lieu de l'arroser, vos parents y ont déversé du poison, chaque jour, à petite dose. Il est temps d'arracher les mauvaises herbes et de planter vos propres fleurs. » Cette image m'a profondément marquée. J'ai commencé à planter mes propres fleurs. J'ai quitté mon travail de traductrice, qui était un choix raisonnable, que mes parents avaient approuvé, et je me suis inscrite à des cours de poterie, une passion que j'avais mise de côté depuis l'adolescence. Le contact avec l'argile, le fait de créer quelque chose de beau à partir d'une simple motte de terre,
était incroyablement thérapeutique. Mathieu a été mon jardinier en chef. Il a célébré chaque petite victoire. Le premier vase que j'ai réussi à tourner. Le jour où j'ai réussi à parler de mes parents sans pleurer. Le jour où j'ai jeté toutes les vieilles photos de famille qui me faisaient du mal. Nous avons vendu notre petit appartement, qui portait encore l'ombre de mon ancienne vie, et nous avons acheté une maison avec un jardin près des Monts d'Or. Une maison remplie de lumière, où nous pourrions enfin respirer. Nous avons adopté un vieux Golden Retriever dans un refuge, que nous avons appelé Phoenix. Son amour inconditionnel et sa joie de vivre simple étaient un baume quotidien sur mes blessures. Nous passions des heures à nous promener avec lui dans la nature, redécouvrant la beauté simple du monde. Lentement, les cauchemars se sont espacés. La douleur dans mon épaule est devenue un simple rappel de ma survie, pas de leur trahison. J'ai appris à dire non. J'ai appris à fixer des limites. J'ai appris que ma valeur ne dépendait pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. L'argent, cette fortune qui avait été la source de tant de mal, est restée sur un compte, presque intouché. Il me faisait peur. Mais un soir, alors que nous étions assis sur notre nouvelle terrasse, regardant le soleil se coucher derrière les collines, Mathieu a pris ma main. Cet argent n'est pas eux, Solène. C'est le cadeau d'Adèle. C'est ta liberté. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est là que j'ai compris. Ils avaient essayé d'utiliser cet argent pour me détruire, mais ils avaient échoué. Maintenant, c'était à mon tour de l'utiliser. Pas pour la vengeance. Pas pour le luxe. Mais pour construire. Pour créer. Pour transformer l'héritage d'une famille toxique en un héritage de compassion. Je savais enfin ce que je devais faire. Le temps a passé. Non pas comme un fleuve qui efface tout, mais comme un artisan patient qui polit les pierres les plus rugueuses jusqu'à ce qu'elles deviennent lisses au toucher. La douleur aiguë de la trahison s'est transformée en une cicatrice, une partie de mon histoire, mais qui ne me définissait plus. L'idée qui avait germé sur cette terrasse est devenue ma nouvelle mission. Cela a pris presque un an de travail acharné, de recherche et de consultation avec des experts juridiques et psychologiques. Mathieu a mis son talent de designer au service du projet, créant une identité visuelle douce et forte. Margot a utilisé ses compétences en communication pour construire notre message. Ensemble, nous avons donné naissance à la Fondation Le Refuge. Notre objectif était simple, mais terriblement nécessaire, être le refuge que je n'avais jamais eu. Nous avons mis en place une structure pour offrir une aide concrète aux victimes d'abus familiaux. Une ligne d'écoute tenue par des psychologues. Une aide juridique pour ceux qui, comme moi, devaient se battre contre des procédures abusives. Une aide financière d'urgence pour permettre aux victimes de quitter un environnement toxique, de payer une caution pour un appartement, de se tenir debout. Le siège de la Fondation est un petit immeuble lumineux dans le quartier de la Confluence, un lieu de renaissance pour la ville de Lyon, ce qui semblait symbolique. Les murs sont peints de couleurs chaudes, il y a des plantes partout. Ce n'est pas un lieu qui sent la souffrance, mais un lieu qui respire l'espoir. Mon rôle est de rester dans l'ombre. Je ne suis pas le visage public de la Fondation. Mon histoire, racontée de manière anonyme sur notre site, est notre manifeste. Elle est le « pourquoi » derrière tout ce que nous faisons. Chaque semaine, je lis les rapports, les témoignages des personnes que nous aidons. Ce sont des histoires d'une tristesse infinie, mais aussi d'une résilience à couper le souffle. Des femmes qui fuient des maris manipulateurs, des hommes qui se libèrent de parents contrôlants, des jeunes adultes qui coupent les ponts avec des familles qui nient leur identité. Chaque histoire est un écho de la mienne. La semaine dernière, j'ai reçu une copie d'une lettre envoyée à la Fondation. C'était une jeune femme nommée Clara. Elle écrivait « Pendant des années, j'ai cru que j'étais le problème. Ma famille me disait que j'étais ingrate, égoïste, folle. Lire l'histoire de votre fondatrice m'a fait l'effet d'un miroir. Pour la première fois, je me suis sentie comprise. Grâce à votre aide, j'ai pu quitter mon domicile, trouver un petit studio et commencer une thérapie. Vous ne m'avez pas seulement donné de l'argent. Vous m'avez rendu ma vie. Vous m'avez fait comprendre que « famille » devrait être un refuge, pas une prison. J'ai pleuré en lisant sa lettre. Mais cette fois, c'était de bonnes larmes. Des larmes de gratitude. L'argent de ma tante Adèle,
l'arme qu'il voulait utiliser contre moi, était devenue un bouclier pour des centaines de Clara. Ce soir, je suis sur ma terrasse. Mathieu a son bras autour de moi. Phénix, notre vieux chien, dort à nos pieds. L'air est doux, parfumé par le jasmin que nous avons planté. Je pense à la petite fille de 10 ans qui pleurait seule dans sa chambre. Je voudrais pouvoir lui dire, tiens bon. Un jour, tu seras aimé. Un jour, tu seras en sécurité. Un jour, tu seras libre. La trahison de ceux qui m'ont donné la vie restera à jamais la blessure la plus profonde de mon existence. Mais une blessure, une fois guérie, laisse une cicatrice. Et une cicatrice est la preuve qu'on est plus fort que ce qui a essayé de nous détruire. Si vous écoutez mon histoire, c'est peut-être que vous aussi, vous avez connu la douleur d'être trahi par ceux en qui vous deviez avoir le plus confiance. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous méritez l'amour, le respect et la paix. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est de s'éloigner de ceux qui refusent de vous aimer comme vous le méritez. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger votre propre bien-être face à un membre de votre famille? Si vous vous sentez à l'aise, partagez un peu de votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son propre chemin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir notre communauté et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits de survie et de résilience. Prenez soin de vous.